Coucou. Dans la nuit du 4 au 5 août 1952, les Drummond, une famille anglaise en vacances dans le sud de la France, sont massacrés à proximité d'une ferme alors qu'ils sont arrêtés sur le bord de la route pour passer la nuit. Rapidement, l'affaire prend de l'ampleur et passionne les Français durant cet été 1952. Gaston Dominici, âgé de 75 ans, propriétaire de la ferme, peut-il être l'auteur du triple meurtre ou est-ce un crime de sang-froid commis par un vagabond qui passait par là? Bienvenue pour une nouvelle HVF. Salut à tous, c'est Max Guys. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante dans laquelle on va parler d'une des affaires françaises les plus connues. L'affaire Dominici, un triple meurtre dans le sud de la France à proximité d'une ferme. Cette affaire, beaucoup de personnes en ont déjà entendu parler de par les thèses farfelues qui l'entourent. Aujourd'hui, on va tenter à notre niveau de rétablir la vérité et de prouver plus ou moins que l'enquête, le procès, a été en réalité une vaste blague. L'histoire a été sujet de films, de livres, de BD, mais également de contre-enquêtes de plus de 600 pages. Alors, vous avez intérêt à la regarder jusqu'au bout cette vidéo. Comme dans chaque HVF, jusqu'à la fin, ne vous laissez pas avoir par les témoignages, les enquêteurs, les suspects et regardez bien tout jusqu'au bout avant de vous faire un avis. Installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner et on est parti. Un triple meurtre. Abominable. Notre histoire prend place aujourd'hui dans notre beau pays qu'est la France, et plus précisément à côté de Lurs, dans le sud. Pour une fois, notre affaire ne se passe pas dans une ville ou un village, mais le long d'une route à côté d'une ferme. Juste ici, le long de la nationale 93. D'ailleurs, la borne kilométrique que vous voyez sur cette place de stationnement est l'endroit exact sur lequel les Drummond se sont arrêtés dans la nuit du 4 au 5 août 1952. La famille, composée de Jack, 61 ans, il est un scientifique très populaire auprès du gouvernement britannique car il a participé à l'effort de guerre en faisant des recherches pour protéger les civils. Plus précisément, la nourriture des gaz toxiques lors de la bataille d'Angleterre. Au moment des faits, il est d'ailleurs directeur de recherche d'une entreprise d'alimentation. Sa femme, Anne, a 45 ans, elle est secrétaire et tous les deux ont une petite fille née en 1942 nommée Elisabeth qui a 10 ans. Ou Elizabeth, avec l'accent. Pendant cet été 1952, la famille parcourt le sud de la France et s'arrête régulièrement sur les bords de route. Ils ont comme voiture une Hillman Minx dans laquelle il y a tout le matériel nécessaire pour faire un peu de camping. Au moment des faits, ils doivent rejoindre un couple d'amis, les Marian, à Villefranche-sur-Mer, situé à 220 km de là. C'est donc tout naturellement qu'en cette soirée du 4 août, Jack décide de s'arrêter le long de la nationale 93, à très exactement 180 mètres, selon notre ami Google, de la ferme de la famille Dominici que l'on va découvrir tout au long de cet HVF. La nuit tombe, la famille se couche, mais tristement, ne se réveillera pas. Ou plutôt seulement quelques minutes, le temps de comprendre ce qui était en train de leur arriver. Vers 1h du matin, des coups de feu fracassent le calme de la nuit. Vers 6h, Jean-Marie Olivier rentre de l'usine à moto. Il a travaillé toute la nuit et emprunte alors la nationale 96. Arrivé à hauteur de la voiture des Drummond, il voit un homme qui se jette au milieu de la route en faisant de grands signes pour le forcer à s'arrêter. Tant bien que mal, Jean-Marie freine et s'arrête, et il a en face de lui Gustave Dominici, le fils du propriétaire de la ferme située un peu plus loin. L'homme semble un peu paniqué et lui explique qu'il vient de découvrir un cadavre proche de la voiture et qu'il y en a sûrement d'autres. Jean-Marie ne pose pas de questions, remonte sur sa moto et fonce vers la gendarmerie la plus proche qui est située dans le village d'Oraison à 15 minutes de là. Les gendarmes Romanet et Bouchier débarquent sur les lieux à 7h30. Oui, bon, environ 1 heure plus tard, mais ça va, c'est le matin, tranquille, le temps de prendre le café et les croissants
on a le temps. Le souci, c'est qu'on est dans le sud de la France, que le soleil se lève très tôt et que plusieurs personnes se sont déjà arrêtées sur la scène de crime et ont commencé à piétiner tout doucement les preuves. Dès le départ, la scène de crime n'est donc pas du tout protégée. Les deux hommes arrivent, descendent de leur mobilette. Oui, ils viennent en mobilette, ça a changé depuis le triple crime d'Esquare qu'on a traité le mois dernier en vidéo. Cette fois-ci, les gendarmes ont mis un petit moteur à leur vélo et ils appellent ça désormais une mobilette. Ils commencent à faire le tour de la scène de crime et le premier corps est découvert. Celui de Jack qui est caché, ou plutôt coincé sous un lit de camp qui a été retourné. Comme si, pendant qu'il se faisait tirer dessus, il était tombé de son lit et l'avait emporté avec lui. Vous savez, les lits de camp sont des lits avec plusieurs pieds, donc pas super stables en cas de mouvement brusque. Et je parle bien du fait qu'il se soit fait tirer dessus, puisque Jack a reçu 2 balles dans le dos. Il est mort en quelques minutes. Sa femme Anne est retrouvée derrière la voiture, cachée sous une couverture. Elle a reçu 3 balles et a sûrement eu comme dernier réflexe de se cacher les yeux pour ne pas voir ce qui allait lui arriver. Au moment où les 2 gendarmes découvrent Anne, Gustave Dominici débarque sur les lieux du massacre. Il explique aux gendarmes que la famille avait une fille et qu'elle a également été assassinée. Le corps d'Elisabeth sera retrouvé à une vingtaine de mètres après le petit pont en pierre qui mène vers la voie de chemin de fer, en contrebas d'un talus. La fillette de 10 ans a tenté de s'enfuir. Elle a couru autant qu'elle a pu. Le tueur a même essayé de lui tirer dessus puisqu'un impact de balle sera retrouvé sur le pont, mais il l'a loupé. De peur d'être reconnu, celui qui a fait ça a rattrapé Elisabeth et lui a fracassé le crâne à coups de crosse, l'arme du crime étant une carabine. Les policiers de l'époque témoigneront en disant « Après avoir quitté notre moto, le chef Romanet et moi avons tourné autour de la voiture et c'est à ce moment-là que j'ai aperçu une forme sous une couverture. Des jambes dépassées. J'ai soulevé un coin de la couverture et j'ai vu qu'il s'agissait du cadavre d'une femme. Un quart d'heure environ après, Gustave Dominici est arrivé tout seul. C'est ce dernier qui nous a conduits jusqu'au cadavre de la fillette. » Les photos de la scène de crime sont disponibles comme d'habitude après la sortie de cette vidéo sur mon Twitter. Mais comment est-ce que Gustave a pu arriver si tôt ce matin-là, le premier sur la scène de crime? Vous imaginez bien qu'il est interrogé. Le premier témoin. Le témoignage de Gustave ouvre officiellement l'affaire Dominici. Mais je vous rassure, actuellement on n'en est qu'au début vu ce que vont découvrir les enquêteurs sur la scène de crime. Gustave est un homme de 32 ans. Il vit à la ferme de ses parents nommée la Grande Terre avec sa femme Yvette qui a 20 ans. C'est un homme travailleur, courageux, qui aime son pays et ses terres. Le soir des meurtres, il explique qu'il a marché le long de la voie ferrée pour surveiller des pierres qui menaçaient de tomber sur les rails et donc de causer un accident. À 20h30, il a bien vu Jack, Anne et Elisabeth qui étaient déjà garés sur leur petit emplacement et étaient en train de se mettre en pyjama. Il a tout de suite compris que ces gens n'étaient pas du pays grâce à la plaque d'immatriculation de leur véhicule. Pas bête le fermier. Gustave est ensuite rentré à la ferme, mais vers 23h30, un événement jugé bizarre s'est produit. Il explique qu'il a entendu une grosse moto s'arrêter à l'arrière de la ferme, ou en tout cas très proche du mur d'enceinte. Il a entendu le portail s'ouvrir et un homme a parlé une langue étrangère comme pour interpeller la famille. Mais n'ayant pas de réponse, l'homme est remonté sur sa moto et est parti. Gustave continue en disant « Vers 1h du matin, j'ai entendu 5 ou 6 coups de feu provenant de la route non loin de la ferme. Puis, je n'ai plus rien entendu. Pendant une demi-heure environ, les chiens ont aboyé et tout est rentré dans le calme. Je ne me suis pas levé. Ce matin, vers 5h30, me rendant à nouveau sur la voie ferrée en suivant le même chemin que j'avais emprunté la veille, passant près de la voiture automobile des campeurs que j'avais vue hier soir, je n'ai prêté aucune attention et ne me suis aperçu de rien. Arrivant près de la voie ferrée, j'ai aperçu une fillette allongée dans l'herbe, la figure ensanglantée qui ne donnait plus signe de vie. J'ai pensé qu'il s'agissait de la fillette composant la famille des campeurs. J'ai fait prévenir la gendarmerie par un motocycliste de passage. Voici donc le premier témoignage de notre affaire. Vous aurez sûrement remarqué qu'il est plutôt incomplet. Gustave, par exemple, n'explique pas qu'il est remonté jusqu'au véhicule de la famille Drummond. Il passe très rapidement du corps d'Elisabeth au motard qui l'arrête sur la route. Mais on aura l'occasion de creuser un peu plus son témoignage tout au long de l'affaire.
Pour tout vous avouer, la première hypothèse retenue par les enquêteurs dans cette affaire est un vol qui a sûrement mal tourné. Oui, cette hypothèse est dans chaque affaire puisqu'elle permet d'expliquer absolument tout. Quoi ? Une famille de 3 personnes s'est faite massacrer sur le bord d'une route ? Oh, enquête difficile, c'est sûrement un vol, un vagabond qu'on ne retrouvera jamais. On clôt l'enquête. Bon, je vous rassure, ça va pas du tout se conclure comme ça. Mais qui sont vraiment les Dominici, propriétaires de la ferme La Grande Terre et témoins quasiment directs du meurtre de la famille Drumont ? Une famille soudée. Au moment des faits, les Dominici sont 5 à loger dans la ferme. Il y a Gaston, 75 ans, décrit comme dur, ayant parfois des crises de colère. Il est le pilier de la famille et c'est grâce à lui si la ferme se porte bien, mais à cause de son âge, il a dû donner la main à Gustave. En tout, Gaston a eu 8 enfants d'après mes recherches, mais seuls 2 sont importants dans notre affaire. Gaston Dominici est marié à Marie, 73 ans, femme courageuse qui tout au long de sa vie a fait en sorte que sa famille ne manque de rien pour supporter le travail difficile qu'est celui de fermier. Le couple se partage la ferme avec leur fils Gustave, sa femme Yvette et leur bébé de 10 mois, Alain, qui, vous vous en doutez, ne nous sera pas d'une grande aide dans cette affaire, trop occupé à se faire caca dessus. Gaston a également un autre fils, nommé Clovis, qui a 47 ans au moment des faits et ne vit pas à la ferme. Il travaille pour la SNCF et ne s'entend pas très bien avec son père. J'espère que vous avez bien suivi, avec les photos ça devrait le faire, vous inquiétez pas, il y en a la blinde. Pour ce qui est de la ferme, la Grande Terre est, comme vous l'aurez remarqué, très isolée. Aux alentours, il n'y a absolument rien à part les vignes et terres de la famille. À l'époque, l'autoroute que l'on voit sur Google Maps n'était pas encore là, donc tout était très calme. La famille se partage les bâtiments, Gaston et Marie vivaient d'après mes recherches dans la partie gauche puisqu'il est expliqué dans les documents d'époque qu'ils avaient vu sur la scène de crime. La famille n'est pas connue des services de gendarmerie de l'époque, personne n'a jamais été épinglé pour quoi que ce soit, c'est une famille de fermiers banals qui vit de ses terres et entend bien les protéger des rapaces qui vont débarquer sur les lieux par dizaines d'ici quelques heures. Nous sommes dans une belle région campagnarde du sud de la France et les nouvelles vont vite, très vite. L'enquête débute. Une enquête acharnée. L'homme en charge de découvrir la vérité à propos de ce triple meurtre est à l'époque le commissaire Edmond Sebel, qui va beaucoup faire parler de lui à l'époque et entrer dans l'histoire judiciaire grâce à cette enquête menée d'une main de fer. Bon, bonne ou mauvaise main, vous me direz ça à la fin. Tout au long de l'après-midi, les experts, gendarmes, enquêteurs vont tenter de récolter des preuves et des éléments pouvant mener au coupable. On remarque sur les photos d'époque qu'une belle brochette de curieux s'est agglutinée au fil des heures pour venir voir joyeusement les corps. Et des rumeurs diront même que certains ont même volé des objets appartenant aux Drumont en guise de souvenir. Oui, c'est glauque. On va retrouver diverses taches de sang autour de la scène de crime. Le problème, c'est qu'aucun prélèvement ne sera fait. Les enquêteurs sont persuadés qu'ils appartiennent forcément aux Drumont et non aux potentiels tueurs. Donc aujourd'hui, il n'en existe aucun échantillon. La Hillman de la famille est également passée au peigne fin. Un morceau de peau sur le pare-choc arrière sera découvert, comme si quelqu'un s'y était blessé ou était tombé dessus. Une fois de plus, aucun échantillon ne sera prélevé. Ça commence bien. On n'est pas sorti de l'auberge ou de la ferme. L'intérieur de la voiture est en désordre et plusieurs objets sont éparpillés tout autour. Grâce à tous ces nouveaux éléments, on peut facilement imaginer une lutte. Il y a des objets partout et Jack, même s'il a été surpris, a dû se jeter sur le tireur pour tenter de sauver sa famille et arrêter le plus vite possible le massacre. Aucune empreinte de pas ne sera exploitée à cause du nombre de personnes qui ont piétiné la scène de crime avant que les enquêteurs débutent leur relevé. En parlant de pas et de pieds, il est intéressant de noter que ceux d'Elisabeth vont faire débat. Bon, c'est bizarre dit comme ça, mais je vous explique. Calmez-vous les fétichistes. Un expert expliquera qu'Elisabeth s'est enfuie pieds nus. Le souci, c'est qu'elle a les pieds propres, comme si son corps avait été déplacé. De mon point de vue, je pense qu'Elisabeth s'est bel et bien enfuie en courant, puisque de toute façon, on retrouve un impact de balle sur le pont, ce qui prouve que le tireur a loupé sa cible et qu'il a dû ensuite poursuivre Elisabeth à pied. Même si la région est plutôt déserte, je vois mal un type, en pleine nuit, à proximité de la ferme des Dominici, mettre tout en place, tout changer, prendre le corps d'Elisabeth, le mettre plus loin sur le pont, faire semblant de tirer une balle contre le pont. Pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. Je le répète, mais même si la région est déserte, à tout moment, il aurait quand même pu se faire surprendre par une voiture qui arrive. Sous la tête d'Elisabeth sera retrouvé un morceau de crosse qui s'est détaché
suite à la violence du choc. Vers 16h30, des gendarmes sont chargés de fouiller à la main une mare d'eau dans laquelle la Durance, fleuve qui passe juste à côté, déborde de temps en temps. Je rappelle qu'à l'époque, l'autoroute n'existait pas, donc il était très facile d'y accéder ou d'y jeter quelque chose dedans. C'est dans cette mare qu'une carabine de marque Rock Ola va être retrouvée. Cette carabine, après analyse, est l'arme du crime. Elle est assez spéciale puisqu'elle a été fournie lors de la Seconde Guerre mondiale aux troupes américaines débarquant en France. Clovis Dominici, qui depuis est arrivé sur les lieux pour voir ce qu'il se passait, va sembler choqué lorsqu'on lui montrera cette carabine. Mais ce qui va faire tilter les enquêteurs et le commissaire Sebel est le fait que les soldats américains qui débarquaient en France avaient généralement pour habitude d'échanger leurs armes qu'ils avaient en grande quantité contre de la nourriture. Eh bien bingo, des troupes américaines sont passées par la ferme des Dominici à l'époque de la guerre, donc la carabine pourrait très bien leur appartenir. Les membres de la famille sont interrogés. L'enfer débute. Dès le début des interrogatoires, le commissaire Sebel se focalise donc sur la famille Dominici qu'il prend pour des rustres et des gens bêtes. Pour lui, le scénario est plus ou moins simple. Les Drummond, la famille anglaise, se sont arrêtés sur les terres des Dominici, ça ne leur a pas plu et ils les ont donc tués. Bon, c'est un peu bancal comme scénario, je vous l'avoue, j'y crois pas trop, mais passons aux interrogatoires puisque les enquêteurs ont relevé pas mal d'incohérences au niveau du témoignage de Gustave, qui est donc le premier à être interrogé. Les enquêteurs lui demandent pourquoi il a été vérifier les chutes de pierres sur la voie ferrée le soir et vers 5h30. Gustave explique qu'en gros, vu que les terres appartiennent à sa famille, s'il y a un éboulement sur la voie ferrée, c'est à sa famille de s'en occuper sous peine d'une amende de plusieurs milliers de francs. Donc vu qu'il avait remarqué que des pierres menaçaient de tomber sur la voie, il y venait régulièrement pour déblayer si ça venait à arriver. Jusque-là, pas de souci. Mais le problème, c'est que le chemin qui mène jusqu'au lieu du possible éboulement après le pont en pierre ne permet pas de voir le corps d'Elisabeth à 5h30 du matin. Il fait encore nuit à ce moment de l'année, le soleil se lève vers 6h20, donc Gustave a dû continuer tout droit, regarder par-dessus le talus pour voir la petite Elisabeth. Pourquoi a-t-il fait ça ? Ça n'a pas de sens. Et ce détour, ce regard par-dessus le talus à 5h30, Gustave ne l'expliquera jamais réellement. Il dira ensuite: je ne me suis pas approché du corps car j'ai eu une grande frayeur et j'ai immédiatement réalisé qu'elle était morte. Je suis parti en courant sur la route, je ne me suis pas arrêté à la camionnette et, ayant rencontré un motocycliste, je lui ai dit d'alerter immédiatement la gendarmerie. Le problème, c'est que Jean-Marie Olivier, le fameux motocycliste comme l'appelle Gustave, explique quant à lui que l'homme l'a bien arrêté en sortant de derrière la voiture des Drummond. Il était sur les lieux du crime, alors qui croire, le motard qui est passé par là ou un potentiel suspect ? Gaston Dominici est interrogé à son tour, c'est le patriarche, l'homme fort de la famille comme on n'en fait plus aujourd'hui, donc si quelqu'un connaît un secret de famille, c'est bien lui. Gaston confirme en tout point le témoignage de son fils Gustave, l'homme parlant une langue étrangère qui les a réveillés en pleine nuit et les coups de feu. Il explique s'être rendu au petit matin sur les lieux des meurtres quand il en a été informé par son fils vers 8h. Jusque-là, tout va bien. Mais les enquêteurs vont découvrir que généralement, Gaston promenait son troupeau de chèvres dès son réveil vers 5h30 et qu'il passait depuis des dizaines d'années au même endroit, là où les Drummond avaient établi leur camp. Le souci, c'est que ce matin-là, Gaston ne va pas promener ses chèvres. Il ne va pas vers le camp des Drummond, mais dans le sens opposé, chose qu'il ne fait absolument jamais. Comme explication, il dira: je ne me souviens plus pourquoi je n'ai pas pris mon chemin habituel. Merci pour l'info, acquitté. Pour le moment, il existe donc des suspicions vis-à-vis des Dominici, mais aucune preuve réelle. Malheureusement, l'affaire commence déjà à passionner. Les journalistes français publient des photos, des articles. La presse anglaise annonce l'assassinat de la famille Drummond. Jack, de par son rôle durant la Seconde Guerre mondiale, est pleuré par les Anglais qui réclament à la police française un coupable. Bref, le temps presse et le commissaire est sous pression. Et la pression dans une enquête sur un triple meurtre, c'est jamais bon. Cette médiatisation va pourtant permettre à 2 témoins de se manifester. Le 8 août 1952, 2 frères, Lucien et Georges, expliquent qu'ils ont emprunté la nationale 96 et que, à l'endroit où il y avait la famille Drummond, ils ont vu un homme suspect. Voici les mots de Lucien.
J'ai remarqué une voiture qui était stationnée en dehors de la route. Je n'ai pas porté plus d'attention, mais à une centaine de mètres après, j'ai vu un homme qui avait l'air surpris par mon arrivée et s'est plaqué au garde-à-vous contre un buisson face à la route. Dans la main droite, je n'ai rien aperçu, mais il pouvait très bien tenir quelque chose dans sa main gauche que je n'ai pas pu voir. Le peu de temps que j'ai eu pour examiner cet homme qui m'a paru suspect, j'ai remarqué qu'il était de forte corpulence, pouvant dépasser les 80 kilos. Il devait avoir une quarantaine d'années. Une description qui pourrait donc correspondre à Gustave, qui est grand et bien bâti. Mais dans ce cas-là, imaginons que Gustave Dominici soit coupable, soit l'auteur du triple meurtre. Quel serait le motif ? A-t-il tué par plaisir ? A-t-il eu une bouffée délirante ? Aucun motif ne sort du lot. Mais le problème dans cette affaire, c'est qu'en réalité, dès le début, l'enquête est foirée, puisque la population locale apprend très rapidement que les Dominici sont suspectés. Donc la moindre personne qui va être interrogée va pointer les Dominici pour s'en sortir. « Monsieur, êtes-vous l'auteur du triple meurtre ?»« Non, c'est les Dominici. »« Merci monsieur. » Tout s'accélère. Le 29 août 1952, les gendarmes se rendent à la ferme d'un certain Paul Maillet qui vit à 1 km des lieux du crime. Ils ont reçu une dénonciation anonyme disant que Paul pourrait être l'auteur du triple meurtre puisqu'il possède une carabine Rock-Ola que les troupes américaines lui ont donnée lors de la guerre. La ferme est perquisitionnée, mais rien n'est trouvé. Paul dira d'ailleurs « Je n'ai jamais eu en ma possession la carabine américaine que vous me présentez. Je ne l'avais jamais vue. » Ni aucune de semblable. Paul Maillet est un homme d'une cinquantaine d'années. Braconnier, fermier et employé de la SNCF, il vit comme les Dominici de la terre et se rend régulièrement à la Grande Terre pour marchander. Paul Maillet va se rendre quelques jours plus tard de lui-même à la gendarmerie pour livrer un témoignage qui va changer le cours de l'enquête et plonger la famille Dominici dans un combat judiciaire. Il explique que le 5 août, matin même des meurtres, il s'est lui aussi rendu à la Grande Terre et a discuté avec Gustave. Il lui a alors demandé comment il avait fait pour voir en pleine nuit Elisabeth après le pont en pierre. Gustave aurait à ce moment-là répondu « J'ai entendu des râlements. Je me suis approché et j'ai vu la fillette qui bougeait encore le bras. » Ce témoignage pourrait être pris comme un simple détail glauque, mais c'est bien plus que ça, puisque selon les médecins légistes de l'époque, Elisabeth a pu survivre 1 heure maximum après avoir reçu les coups de crosse à la tête. Donc elle est décédée maximum de chez maximum entre 2h et 2h30 du matin. Or, Gustave explique l'avoir entendu râler vers 5h30. C'est impossible, la petite fille était déjà partie à 7h. Donc il n'a pu l'entendre que s'il était présent au moment du massacre ou dans l'heure qui a suivi. Gustave est arrêté pour non-assistance à personne en danger et il avoue tout de suite, mais garde son horaire de 5h30 en disant « J'ai entendu le bruit que faisait l'enfant qui était à terre. Ce n'était pas un cri, ni même une plainte. C'était une sorte de râle, un genre de ronron, qui d'ailleurs n'était pas continu. Il n'était produit que par intervalles. Presque aussitôt, j'ai vu le bras gauche remuer légèrement. C'est alors que j'ai pensé, il faut que je prévienne la gendarmerie. Je suis resté une vingtaine de secondes au bord du talus, à regarder l'enfant. Puis, je suis ensuite parti vers la route nationale. Je croyais faire mon devoir en appelant la police. Je n'avais jamais parlé de ce détail parce qu'on ne m'avait jamais posé la question. Bon, alors en soi, il a pas tort, personne ne lui avait jamais demandé, mais les enquêteurs ont une petite excuse puisque le commissaire Sebel, lorsqu'il lance l'enquête début août, il va interroger 2-3 personnes pendant la première semaine et ensuite il part en vacances. Donc l'enquête est laissée au point mort jusque fin août. Yvette, sa femme, est également interrogée. Elle explique que son mari lui a bien dit avoir vu Elisabeth bouger le bras, mais ne confirme pas les râles. Elle le défend d'ailleurs face aux enquêteurs en disant qu'il n'est pas sorti de la nuit et qu'au moment des coups de feu vers 1h du matin, il est resté avec elle au lit. Pour cette non-assistance à personne en danger, Gustave sera condamné à 2 mois de prison et il ressortira en décembre 1952. Et puis voilà, honnêtement l'affaire Dominici aurait pu s'arrêter là si le commissaire Sebel et les enquêteurs de l'époque avaient lâché l'affaire. Surtout qu'en plus, leur travail a pas mal été parasité par tous les vaudous qui, à chaque affaire criminelle, débarquent. Vous savez, ces gens qui débarquent sur les lieux du crime avec des bâtons, des gris-gris pour tenter de comprendre ce qu'il s'est passé. Et je ne parle même pas des dizaines de lettres anonymes parlant de complots, parlant d'Allemands qui ont fait assassiner la famille de Rumont, ou bien de sorcières qui vivraient dans la forêt. Autant vous dire qu'à l'époque, si tu travaillais sur l'affaire, valait mieux t'accrocher.
C'est en janvier 1953 que Paul Maillet, proche de la famille, voyant que personne ne se dénonce, va de nouveau retourner à la gendarmerie. J'aurais pas aimé être son voisin pendant la guerre. Un témoignage capital. Le 24 janvier 1953, le commissaire Sebel, qui a lu et relu le dossier, décide de se rendre chez Paul Maillet pour lui poser quelques questions, puisqu'il est le seul à avoir parlé dans cette affaire et avoir eu le courage, si j'ose dire, de dénoncer les Dominici. Paul ce jour-là va de nouveau parler et expliquer que si Gustave ne le dit pas, lui, il va le dire. Sur le procès-verbal en date du 24 janvier 1953, il est écrit: une quinzaine de jours après l'assassinat de la famille Drummond, je suis allé un soir chez Gustave Dominici pour aller chercher des pommes de terre. Pendant que Madame Dominici allait peser le sac, Gustave m'a dit « Si tu avais vu, si tu avais entendu ces cris d'horreur, je ne savais plus où mettre. » Sous la foi du serment, j'affirme que Gustave Dominici a prononcé ces paroles et je suis prêt à être confronté avec cet homme pour que soit faite la lumière sur ce crime horrible. Contrairement à son témoignage de fin août 1952, Paul parle maintenant de cris et utilise le mot « vu ». Le commissaire Sebel va attendre 10 mois avant de lancer sa grande offensive. Il veut connaître le dossier par cœur, le moindre témoignage, le moindre faits et gestes des Dominici. Le jeudi 12 novembre 1953, il déploie une armée de gendarmes pour impressionner la famille et arrête Gustave Dominici. Toute la journée, pendant plusieurs heures et sans relâche, Gustave va être questionné. A-t-il tué la famille ? Comment explique-t-il avoir entendu Elisabeth à 5h30 alors qu'elle était déjà décédée selon les médecins légistes ? Pourquoi avoir dit à son ami Paul Maillet qu'il avait vu le massacre ? Le lendemain, 13 novembre 1953, Gustave Dominici craque et désigne un coupable. Mon père, Gaston Dominici, m'a indiqué que vers 1h du matin, dans la nuit du 4 au 5 août 1952, il était allé faire un tour de chasse. Il m'a dit avoir longé la route nationale et arrivé à hauteur du campement, il s'est retrouvé en présence d'un homme qui paraissait venir à sa rencontre. Ils auraient discuté, mais il ne m'a pas dit quel avait été l'objet du grabuge. Mon père m'a précisé que c'était sur l'homme qu'il avait tiré en premier. Ensuite, il m'a dit avoir tué toute la famille. Mais je n'ai raconté les faits à personne. Cependant, j'ai appris que mon frère Clovis était au courant comme moi. Mon père m'avait dit qu'il avait tué la petite en contrebas du pont. C'est d'abord à elle que j'ai pensé lorsque j'ai quitté mon domicile. C'est donc son cadavre que j'ai voulu découvrir. Il était 4h30 environ lorsque je suis sorti et j'ai compris qu'elle n'était pas morte. J'ai été vivement impressionné. Je suis retourné à la ferme, avertir ma femme et ma mère qui ont décidé de ne rien faire. Gustave Dominici accuse donc son père, âgé de 75 ans, d'être l'auteur du massacre de la famille Drummond. Mais est-ce que Clovis va confirmer ? L'homme de 47 ans est convoqué et à son tour, il accuse son père, Gaston Dominici, de lui avoir avoué le massacre. Vous connaissez la suite logique. Gaston contre la justice. Dans un premier temps, Gaston nie tout en bloc. Il n'a rien fait, ne comprend pas pourquoi ses fils l'accusent et il n'a jamais eu de carabine américaine chez lui. Mais après 36 heures de garde à vue et d'interrogatoire, Gaston, qui ne veut pas se laisser faire, qui est un homme ayant vécu beaucoup de choses, il a eu une vie difficile, décide de se moquer ouvertement du commissaire Sebel et d'entrer dans son jeu. Il va lui dire « Tu as gagné, petit. Je vais te faire plaisir. C'est moi qui ai tué les Anglais. » Mais tu avoues pas un triple meurtre pour faire plaisir, même à 75 ans ? Gaston Dominici avoue. Il avoue être l'auteur du triple meurtre, être l'auteur du massacre de la famille Drummond, et il se livre à des détails sordides. Vers 20h45, il était dehors et se baladait pour chasser du petit gibier. Il a vu Anne Drummond se déshabiller et a décidé de l'épier. Puis, pris d'une pulsion, il s'est approché d'elle. La femme a pris peur et Jack est intervenu. Une lutte a débuté et Gaston dit avoir tué tout le monde. Il a tenté de tirer sur Elisabeth, mais elle s'est enfuie en courant, donc il l'a rattrapée et l'a achevée à coups de crosse. Immédiatement, le commissaire Sebel clôt l'enquête et avertit les journalistes. Clovis parle à la presse et dit « Mon père est coupable, il doit payer ». Le journal Le Nouveau Détective titre « Le monstre de l'URSS, Gaston Dominici, enfin enchaîné ».
Une reconstitution des meurtres est organisée et rapidement on se rend compte que rien ne concorde. Gaston se trompe sur le nombre de coups de feu. Les vêtements que portait Anne, selon lui, n'existent pas. Il prouve également lors de la reconstitution qu'il ne sait pas du tout comment utiliser la carabine américaine. Donc pourquoi aller chasser avec ? En plus de ça, pendant la soirée, alors que Gaston n'a plus de permis de chasse, et de toute façon, il ne chasse plus depuis des années maintenant dû à son âge. Tout ça n'a aucun sens, mais le commissaire Sébel tient son coupable et il a enfin son moment de gloire. Gaston, après avoir refusé de feinter les coups de crosse qu'il aurait mis à Elisabeth le soir des meurtres, va tenter de se jeter par-dessus le pont de plus de 6 mètres et il sera rattrapé in extremis par des gendarmes. Cette tentative de suicide devant tout le monde sera pris comme un aveu de culpabilité et Gaston sera de nouveau envoyé en prison en attente de son procès. Et c'est là qu'il va falloir s'accrocher puisque chez les Dominici, on n'est pas toujours d'accord. Gaston, voyant la proportion que tout cela prend, va finalement dire qu'il ment et qu'il est innocent. Son fils Gustave va se rétracter en décembre 1953, puis va de nouveau accuser son père au début de l'année 1954. Et une fois de plus, dire que son père est innocent en février 1954. Pas super sûr de lui le type alors qu'il accuse une fois sur deux son père d'un triple meurtre. Je rappelle qu'à l'époque en France il y a la peine de mort et si Gaston est reconnu coupable de ce massacre, même à 75 ans, il risque d'avoir la tête séparée du corps si vous voyez ce que je veux dire. Clovis de son côté va quant à lui garder ses accusations contre son père. Le procès est mis en place. Une blague judiciaire ? Le procès de Gaston Dominici s'ouvre le 17 novembre 1954. Les gens sont présents par centaines. À cette époque, Gaston était devenu un homme populaire. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, la population locale croyait en son innocence et à l'existence d'un complot contre lui. Plusieurs témoins vont d'ailleurs tenter de défendre Gaston devant la cour, mais ils seront contraints de se taire par le juge Marcel Bousquet en charge du procès, qui a envie de profiter un petit peu de cette médiatisation et d'avoir une belle condamnation à mort. Donc, il va menacer certains témoins de les envoyer en prison s'ils parlent. Au top la justice française même dans les années 50. Toute la famille Dominici va être présente au procès et pendant 12 jours va littéralement s'engueuler et se déchirer, s'accusant de tout et rien, s'insultant. Gaston dira que Clovis est un saligo, un menteur. Oui bon, c'est les insultes de 1954, j'invente rien. Saligo! Gustave va se contredire, accuser, puis innocenter son père. Bref, personne ne suit rien, personne ne comprend rien. Et aucun motif réel n'est mis en avant pour expliquer le triple meurtre. On regarde juste une famille s'accuser de tout et rien, sans aucune preuve réelle. On peut voir d'ailleurs sur les photos de l'époque que les débats étaient vraiment animés. Regardez par exemple celle-ci, où Clovis pointe du doigt, violemment, son père. D'ailleurs, les deux frères ne seront jamais d'accord sur qui a informé qui. Gustave dira que c'est Clovis qui est venu lui parler en lui disant que son père lui avait avoué le meurtre. Mais Clovis dira que c'est Gustave qui est venu lui parler et qu'il l'a informé du fait que Gaston lui avait avoué le meurtre. Bref, ce sont pourtant les seuls témoignages qui accusent Gaston et les types sont pas d'accord. Le procès est une blague. Au point qu'à la fin d'une journée de procès, le soir du 27 novembre 1954, une partie de cartes va être organisée entre les avocats de la défense, l'accusation, les policiers et les jurés qui sont tous devenus copains. Alors pour ceux que ça ne choquerait pas, normalement les jurés doivent garder un maximum d'impartialité. Ils doivent juste assister au procès et à la fin déclarer l'accusé coupable ou non, pas faire une partie de cartes avec la défense et l'accusation. Il existe tellement peu de preuves à ce moment-là contre Gaston, tout repose sur du blabla, sur des aveux qui par la suite ont été retirés, qu'au final, au fil des jours, plus personne ne prend le procès au sérieux. Pourtant, la machine judiciaire est bel et bien lancée. Le dimanche 28 novembre 1954, les jurés rendent leur verdict. Gaston Dominici, âgé de 77 ans désormais, est reconnu coupable du meurtre de la famille Drummond. Il est alors condamné à mort. La guillotine l'attend. Avant de sortir de la salle, Gaston hurlera son innocence et criera
Ah les salauds! Mais est-ce que la France d'après-guerre va être capable de guillotiner un vieil homme? Est-ce comme ça que se conclut l'affaire Dominici? Un dernier rebondissement. Conduit en prison, Gaston va dire à ses avocats qu'il pense que Gustave a pu faire le coup avec Roger Perrin, l'un de ses petits-fils, âgé de 16 ans au moment des faits. Gaston Dominici précise qu'il s'est accusé du meurtre pour protéger ses proches, mais qu'il ne s'attendait pas à ce que l'affaire prenne une telle tournure. Donc désormais, il veut tout balancer. Il aurait peut-être fallu y penser avant de s'accuser d'un triple meurtre, avant d'être condamné à mort. Bon, ça aurait été intelligent. Une contre-enquête est ouverte. On découvre que Roger avait l'habitude de dormir à la ferme et que le matin du meurtre, il est rapidement sur les lieux alors qu'il n'a rien à faire ici, puisque selon la contre-enquête, personne ne l'a prévenu du crime si tôt le matin. Il était seul chez lui au moment des faits, ses parents étant en déplacement. Mais Roger explique que la nuit des meurtres, il n'a pas dormi à la ferme. En fouillant les rapports de police, on découvre pourtant un vélo qui n'a jamais été récupéré, sur lequel est inscrit « Gustave Dominici, Grande Terre ». Ce vélo avait semble-t-il été donné depuis quelques mois à Roger. L'a-t-il utilisé la nuit du meurtre pour aller cacher des preuves? Puis, il l'a oublié contre un arbre dans la précipitation? Mais qu'a-t-il bien pu se passer cette nuit du 4 au 5 août 1952? Est-ce que Gustave et Roger avaient bu? Est-ce qu'ils ont voulu embêter les Anglais? Est-ce que Gaston s'est accusé du triple meurtre pour protéger sa famille, pensant être acquitté dû à son âge? En 1960, un reportage est fait sur cette affaire. Gaston est filmé en prison. Ému, le général de Gaulle, alors président de la République, s'empare du dossier, lit les centaines de pages qui l'entourent, découvre la partie de cartes qui a eu lieu lors du procès et, enragé, libère Gaston Dominici après 6 années de prison. L'homme est devenu un vieillard. Gaston décidera de retourner à sa ferme. Il décédera en 1965 sans avoir parlé une dernière fois. Sa femme Marie le suivra en 1974. Le commissaire Edmond Sibel décédera en 1988, convaincu de la culpabilité des Dominici, mais dégoûté par le fiasco judiciaire qu'a été l'affaire. Clovis, quant à lui, est décédé avant la libération de son père. Il n'a jamais changé sa version des faits, accusant jusqu'à sa mort Gaston d'être le meurtrier. Gustave, quant à lui, est parti en 1996. Aujourd'hui, les seules personnes encore en vie proches de la famille sont Yvette Dominici, 84 ans, la femme de Gustave à l'époque, et Roger Perrin, 80 ans, le petit-fils qui aurait apparemment été là lors des meurtres. L'affaire Dominici continue aujourd'hui de passionner. Diverses hypothèses farfelues ont vu le jour au fil des années. Un assassinat commandité par les Allemands, un vol qui a mal tourné, une femme en noir qui aurait été aperçue le long de la route, une sorcière vivant dans la forêt. Les personnes qui auraient parlé une langue étrangère dans l'enceinte de la ferme la nuit des meurtres, étaient-ils les coupables? Y a-t-il réellement eu une moto qui s'est arrêtée la nuit des meurtres à l'arrière de la ferme? Ou est-ce une invention des Dominici pour se couvrir? On a raconté que Clovis aurait finalement accusé son père pour toucher un héritage. De mon point de vue, je pense que les Dominici ont bien quelque chose à voir avec la mort, le massacre de la famille Drummond. Que s'est-il réellement passé? Ils ne l'ont jamais expliqué. Tristement, et toujours entouré de mystères, c'est ainsi que se termine l'affaire Dominici. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, mettez ferme en commentaire. N'hésitez pas également à mettre vos hypothèses, je me ferai un plaisir de les lire en live sur ma chaîne Twitch dès ce soir à 21h. Je vous invite également à lire le livre de Jean-Louis Vincent qui a fait une contre-enquête sur l'affaire Dominici. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire de 1 qu'il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine vu le temps que m'a pris cette affaire à être traitée, mais je sais déjà que là je parle trop et qu'il y en a la plupart qui sont déjà partis et qui la semaine prochaine vont me mettre un petit commentaire en me disant « Mais pas de vidéo, bah dis donc, bah il est où ?» Et deuxième point important pour les passionnés de l'affaire Dominici, je ne suis qu'un amateur, j'ai pu faire des erreurs, oublier certaines choses, mais j'ai fait au mieux et je pense réellement que ma vidéo est très complète. Vous aurez remarqué que je ne me suis penché sur aucune hypothèse farfelue, que ce soit celle du complot, de la sorcière, des Allemands qui ont débarqué en France et ont tué les Drummond. Bref, pour moi ça n'a aucun intérêt et ça n'a aucune logique, surtout lorsqu'on connaît bien l'affaire. Bref, c'est Max Guys, n'oubliez pas de vous abonner, on se retrouve sur mon Twitter pour les images de la scène de crime. Et puis, bye!